Quand on lit Proust, il y a certaines pages qui sont tellement magiques, magnifiques, qu'on a envie de les garder en souvenir, ou alors de les lire devant son téléphone pour pouvoir les réécouter plus tard. C'est ce que je vais faire. Et là, dans cette page, Marcel Proust parle de Madame Swann, dont apparemment il est très amoureux, bien que ce soit une femme beaucoup plus âgée que lui. Et donc il est ébloui par la beauté féminine. Et voilà, il raconte son éblouissement, son admiration pour cette beauté. Il le fait d'une façon absolument géniale. Voilà pourquoi je vais lire cette page. J'assignais la première place à la simplicité dans l'ordre des mérites esthétiques et des grandeurs mondaines. Quand j'apercevais Madame Swann à pied, dans une polonaise de drap, sur la tête un petit bouquet agrémenté d'une aile de l'eau-faux-fort, un bouquet de violettes au corsage, pressé, traversant l'allée des acacias, comme si ça avait été seulement le chemin le plus court pour rentrer chez elle, et répondant d'un clin d'œil aux messieurs en voiture, qui, reconnaissant de loin sa silhouette, la saluaient et se disaient que personne n'avait autant de chic. Mais, au lieu de la simplicité, c'est le faste que je mettais au premier rang. Si, après que j'avais forcé Françoise, qui n'en pouvait plus et disait que les jambes lui rentraient, à faire les 100 pas pendant 1 heure, je voyais enfin, débouchant par l'allée qui vient de la porte Dauphine, image pour moi d'un prestige royal, d'une arrivée souveraine, telle qu'aucune reine véritable n'a pu m'en donner l'impression dans la suite, parce que j'avais de leur pouvoir une notion moins vague et plus expérimentale. Emporté par le vol de 2 chevaux ardents, minces et contournés comme on en voit dans les dessins de Constantin Guy, portant établi sur son siège un énorme cocher fourré comme un cosaque, à côté un petit groom rappelant le tigre de feu Beaudenord. Je voyais, ou plutôt je sentais imprimer sa forme dans mon cœur par une nette et épuisante blessure. Une incomparable Victoria à dessin un peu haute et laissant passer à travers son luxe dernier cri des allusions aux formes anciennes, au fond de laquelle reposait avec abandon Madame Swann. Ses cheveux maintenant blonds, avec une seule mèche grise, ceints d'un mince bandeau de fleurs, le plus souvent des violettes, d'où descendaient de longs voiles, à la main une ombrelle mauve, aux lèvres un sourire ambigu, où je ne voyais que la bienveillance d'une majesté et où il y avait surtout la provocation de la cocotte, et qu'elle inclinait avec douceur sur les personnes qui la saluaient. Ce sourire, en réalité, disait aux uns « Je me rappelle très bien, c'était exquis ». À d'autres, comme j'aurais aimé, ça a été la mauvaise chance. À d'autres, mais si vous voulez, je vais suivre encore un moment la file et dès que je pourrai, je couperai. Quand passaient des inconnus, elle laissait cependant autour de ses lèvres un sourire oisif, comme tourné vers l'attente ou le souvenir d'un ami et qui faisait dire « comme elle est belle ». Et pour certains hommes seulement, elle avait un sourire aigre, contraint, timide et froid, et qui signifiait « Oui, Ross, je sais que vous avez une langue de vipère, que vous ne pouvez pas vous tenir de parler. Est-ce que je m'occupe de vous, moi ?» Coquelin passait en discourant au milieu d'amis qui l'écoutaient
et faisait avec la main à des personnes en voiture un large bonjour de théâtre. Mais je ne pensais qu'à madame Swann, et je faisais semblant de ne pas l'avoir vue, car je savais qu'arrivée à la hauteur du tir au pigeon, elle dirait à son cocher de couper la file et de l'arrêter pour qu'elle pût descendre l'allée à pied. Et les jours où je me sentais le courage de passer à côté d'elle, j'entraînais Françoise dans cette direction. Un moment, en effet, c'est dans l'allée des piétons marchant vers nous que j'apercevais madame Swann, laissant s'étaler derrière elle la longue traîne de sa robe mauve, vêtue comme le peuple imagine les reines d'étoffes et de riches atours que les autres femmes ne portaient pas, abaissant parfois son regard sur le manche de son ombrelle, faisant peu attention aux personnes qui passaient, comme si sa grande affaire et son but avaient été de prendre de l'exercice sans penser qu'elle était vue et que toutes les têtes étaient tournées vers elle. Parfois pourtant, quand elle s'était retournée pour appeler son lévrier, elle jetait imperceptiblement un regard circulaire autour d'elle. Ceux même qui ne la connaissaient pas étaient avertis par quelque chose de singulier et d'excessif, ou peut-être par une radiation télépathique, comme celle qui déchaînait des applaudissements dans la foule ignorante au moment où la Berma était sublime. Que ce devait être quelque personne connue, il se demandait qui est-ce, interrogeait quelquefois un passant, ou se promettait de se rappeler la toilette comme un point de repère pour des amis plus instruits qui les renseigneraient aussitôt. D'autres promeneurs s'arrêtant à demi, disant « Vous savez qui c'est ? Madame Swann. Cela ne vous dit rien ? Odette de Crécy. Odette de Crécy. » Mais je me disais aussi ses yeux tristes. Mais savez-vous qu'elle ne doit plus être de la première jeunesse ? Je me rappelle que j'ai couché avec elle le jour de la démission de MacMahon. Je crois que vous feriez bien de ne pas le lui rappeler. Elle est maintenant madame Swann, la femme d'un monsieur du jockey, amie du prince de Galles. Elle est du reste encore superbe. Oui, mais si vous l'aviez connue à ce moment-là, ce qu'elle était jolie, elle habitait un petit hôtel très étrange avec des chinoiseries. Je me rappelle que nous étions embêtés par le bruit des crieurs de journaux. Elle a fini par me faire lever. Sans entendre les réflexions, je percevais autour d'elle le murmure indistinct de la célébrité. C'est magnifique. C'est un génie, Proust. Il n'y a pas de doute. Qui peut écrire d'aussi belles pages sur un tel sujet ?